Bien, c'est moi qui vous remercie toutes et tous. Je regrette, et j'ai beaucoup regretté aujourd'hui en préparant d'ailleurs cette communication, de ne pas pouvoir assister. Ce n'était pas possible à ce séminaire. J'aurais, je crois, beaucoup appris, ce qui est quand même la chose la plus importante. J'aurais beaucoup appris sur le sujet dont je vais vous parler. Je ne suis pas familier, je ne suis pas un spécialiste de cette question des fake news, loin de là, et je voudrais même dire de manière très personnelle que je me sens relativement protégé du phénomène, non pas parce que je serais moins fake que le reste du réel, mais tout simplement parce que je ne suis pas très présent sans doute dans les lieux, dans les réseaux sociaux dans lesquels ceux-ci se développent par excellence. Alors, je remercie évidemment Samuel et tous les collègues de Paris, Laval, Montréal, qui prennent ce risque en m'invitant. Et l'exposé que je vais faire étant donné mon absence d'expertise du sujet, va essentiellement consister à tenter de mettre des mots sur cette réalité des fake news depuis mes propres sujets ou depuis certains des sujets que je travaille, et en particulier depuis la question de la gouvernementalité algorithmique. J'espère, ce faisant, que je ne dirai pas trop d'évidence ou de généralité, et vous allez voir que je pars vraiment de rien. Je vais partir de rien en mettant en avant, c'est mon point de départ, l'idée que fake ajoute à l'idée de la non-correspondance à la réalité, hein, du false, du non-correct, quelque chose comme relevant, qui relèverait de la manipulation, du trucage, de la fraude, avec dès lors, et c'est cela que je veux pointer, avec dès lors aussi la dimension intentionnelle qui accompagnerait celle-ci, qui accompagnerait la manipulation, la fraude, le trucage. Alors c'est là évidemment une première approximation qui ne résistera pas longtemps à l'analyse des réalités du phénomène des fake news, mais dont je veux malgré tout noter deux éléments de ce phénomène que je viens de décrire, hein, de cet ajout de la manipulation à la seule idée de la fausseté. D'abord, premier élément, la fusion qui est ainsi produite entre le registre de la vérité et, pour le dire de manière massive, le registre pénal, hein, le registre de la faute. Ensuite, deuxième élément, la prise en considération, en droite ligne de ce que je viens de dire, de la dimension de l'intention. Or, nous sommes évidemment habitués à nous méfier de ces deux dimensions que je viens de citer, même si c'est pour des motifs différents. D'abord, la fusion ou la confusion entre être et devoir être, pour le dire de la manière la plus générale, est précisément ce dont tout positivisme au sens large, qu'il soit de nature scientifique ou qu'il soit de nature juridique, entend se prémunir. Ensuite, et je serai un tout petit peu plus développé sur ceci, en dévoilant aussi peut-être mes sources d'inspiration dans mes différents travaux. La catégorie de l'intention apparaît comme un puits sans fond qu'il s'agit au minimum de canaliser, avec dès lors les prises critiques qu'offre cette canalisation. C'est-à-dire que la critique, elle porte essentiellement sur la canalisation de ce puits sans fond de l'intention, me semble-t-il. Et je vais simplement donner trois exemples de canalisation de l'intention corrélés à trois gestes critiques, ou inscrits dans trois gestes critiques, et qui correspondent à mon background philosophique, si vous voulez. Premièrement, il me semble qu'un des efforts de canalisation
de ce puissant fond de l'intention peut être produit au travers de certains dispositifs. Le plus évident, et je me contenterai de citer celui-ci, étant le dispositif de la confession. Et ce dispositif peut être analysé précisément, une analyse qui nous amène à percevoir, et là commence toute la dimension critique, à percevoir l'articulation de la production des savoirs et de la production des pouvoirs, et j'espère ainsi faire apparaître évidemment un geste foucaldien en pointant à la fois cette modalité d'une certaine canalisation de l'intention et le geste critique et d'analyse de cette canalisation de l'intention qui l'accompagne. Deuxième geste de méfiance vis-à-vis du puissant fond de l'intention et deuxième source d'inspiration dans mes travaux, on peut aussi faire, dans une perspective cette fois-ci derridienne, de ce puissant fond de l'intention, faire de ce puissant fond de l'intention le signe d'un reste d'idéalisme qui ne cesse d'insister et qui serait propre à une métaphysique de la présence, avec le logocentrisme dont elle témoigne, dont, et voilà le geste derridien, dont l'écriture, et au sein de l'écriture, les structures citationnelles qu'elle développe, nous permet en revanche de nous déprendre de cet idéal de la présence, idéal du langage oral comme étant l'excellence même de la manière de penser, le sens, etc., qui est propre à ce que j'ai appelé un reste d'idéalisme, un logocentrisme, etc., dont Derrida se détache. Donc ça, c'est, me semble-t-il, une deuxième grande tradition qui permet de se protéger de cette fascination de l'intention. Troisièmement, de manière peut-être plus classique et plus concrète et moins philosophique, on peut aussi bousculer l'enracinement de la théorie de la responsabilité dans une doctrine subjectiviste de la faute, telle qu'elle prévaut dans les grandes traditions juridiques, et en particulier dans la tradition juridique moderne, en lui substituant une responsabilité sans faute. J'entends ici en prenant en considération les possibilités de flécher, de canaliser la responsabilité, comme c'est le cas, et ce fut quand même un grand moment d'émancipation au XIXe siècle, comme c'est le cas en droit du travail, quand on va flécher les responsabilités, non pas en se basant sur l'éventuelle faute du travailleur, mais bel et bien vers le patron ou vers un système social, comme c'est le cas encore de nos jours en droit environnemental, quand on considère qu'il s'agit de flécher les responsabilités vers, par exemple, des transporteurs de matières dangereuses, etc. Tous ces phénomènes qui nous amènent à sortir d'une logique de la faute qui serait inhérente au droit en général, au profit d'un fléchage de la responsabilité, répondent à la nécessité de prendre en considération les asymétries qui organisent le social, les asymétries structurelles de celui-ci, et aussi les asymétries de moyens. Et vous verrez que ceci sera important par la suite. Alors, je vais mobiliser ces trois dimensions critiques tout au long de mon exposé, et je tenterai en quelques mots de conclure en revenant vers elles. Alors, à ce stade, j'ai en évoquant l'arrimage de l'idée des fake news sur une faute, sur une intention malveillante, j'ai évidemment dramatisé le problème des fake news, non pas pour l'évacuer, mais pour ouvrir sur cette base-là, sur une analyse qui va consister à situer ce retour de la faute, de l'intention dans le discours contemporain de la vérité, depuis le cadre de ce que j'appellerais la gouvernementalité dans laquelle prend place le phénomène des fake news. Et ce cadre serait un cadre qui instaure
un idéal de la norme objective que je vais essayer d'exposer. En bref, donc, je voudrais articuler ce retour de la faute et de l'intention dans le champ de la vérité à un cadre qui, justement, tire sa force d'un retour extrêmement radical de l'idéal d'objectivité. Et ce cadre, il s'agit pour moi maintenant de vous le présenter et en même temps, vous le verrez, de le déconstruire. Alors, c'est ce que j'ai appelé avec une collègue, Antoinette Rouvroy, la gouvernementalité algorithmique. Et je vais exposer très rapidement ce que nous entendons par cette idée de gouvernementalité algorithmique. Mais avant d'entrer dans une tentative de description de celle-ci, je voudrais préciser qu'il s'agissait de notre part, de la part d'Antoinette et moi, essentiellement de produire un effort de conceptualisation d'une réalité normative dont il nous paraissait difficile de prendre acte, non seulement de la comprendre, mais de l'élaborer conceptuellement. Ce que nous voulions décrire, c'était des changements dans les modalités de gouverner les comportements. Et si nous utilisons le mot foucaldien de gouvernementalité pour décrire cette nouvelle réalité qui oriente les comportements, c'est dans la mesure où il s'agissait, à la suite de Foucault, de laisser entendre que ces nouvelles modalités d'orientation des comportements fonctionnait essentiellement par intériorisation de la norme, ça c'est une chose, sur un mode horizontal et dépourvu de centre, avec la difficulté dans laquelle ça place celle ou celui qui veut analyser ce type de fonctionnement, au sens où des questions comme celle de savoir qui gouverne sont périmées, de même que des questions comme celle de savoir en vue de quoi ça gouverne. La gouvernementalité n'ayant en quelque sorte pas d'autre fin que le processus de régulation lui-même. Voilà pour ce qui est de l'usage de ce mot gouvernementalité, un usage très, très général, vous l'avez compris. Je vais maintenant, avant d'entrer dans le vif de cette gouvernementalité algorithmique, tout simplement dire pourquoi nous la qualifions d'algorithmique, et sans doute ainsi vais-je dégonfler certaines attentes, hein, vous m'en excuserez. Il s'agit, en utilisant ce mot algorithmique pour qualifier la gouvernementalité en question, il s'agit seulement de pointer le fait que cette gouvernementalité se développe sur un mode automatisé, à la différence des pratiques classiques de statistique. En gros, on pourrait appeler ça une gouvernementalité statistique, sauf que nous voulons qualifier ainsi un certain type de pratiques statistiques, à savoir des pratiques statistiques automatisées. Et ce faisant, il ne s'agit pas d'entrer dans une réflexion sur le caractère artificiel de l'intelligence ou la possibilité même d'une intelligence artificielle. Ce n'est pas du tout cela qu'on veut pointer, c'est tout simplement le fait que cette automatisation des pratiques statistiques a pour conséquence la possibilité de traiter des données en quantité massive, tout simplement. Autre élément qu'il s'agissait ainsi de pointer, ou sur lequel il s'agissait de mettre le doigt en qualifiant cette gouvernementalité d'algorithmique, le fait qu'elle était de nature essentiellement décisionnelle et non pas descriptive. Essentiellement décisionnelle, vous verrez que c'est une des choses que je vais montrer par la suite. Mais donc tout ça, cet usage de ce mot peut-être plein d'attentes
d'algorithmique, ça consistait essentiellement à montrer que nous ne nous trouvions plus face à une pratique classique de la statistique, au sens où celle-ci se développait aussi toujours sur un terrain scientifique, c'est-à-dire n'était pas seulement décisionnelle, et en étant aussi sur un terrain scientifique, elle induisait des formes de précaution, disons, qui sont propres à la science, et en étant non automatisée, pardon, la statistique traitait aussi des données en quantité limitée, soigneusement traitées, des données chères aussi, hein, des données donc qu'il s'agissait de respecter, de protéger. Tout cet ethos propre à la statistique me semble bel et bien balayé, évidemment, par le développement d'une statistique automatisée que je qualifie donc d'algorithmique. Mais ça ne veut pas dire plus. Hein. Donc, vous avez vu, il y a à la fois un saut quantitatif, si vous voulez, données massives plutôt que données rares et coûteuses, données massives, abondantes, peu chères plutôt que rares et coûteuses, d'une part, et deuxièmement, il y a la dimension qui auparavant était en tout cas en partie scientifique qui disparaît au profit d'une statistique purement décisionnelle. C'est simplement cela que nous voulons préciser en qualifiant cette gouvernementalité d'algorithmique. Reste maintenant à la décrire, ce que je vais faire sur un mode dans un geste que je voudrais qualifier de pédagogique et d'artificiel, ce que je vais faire en décomposant cette gouvernementalité en 3 temps, 3 étapes, et en précisant immédiatement qu'évidemment ce geste fait partie de ce que j'ai appelé une élaboration conceptuelle, au sens qui ne résisterait pas à la réalité de la pratique en question, dans la mesure où, d'une certaine manière, ce dont il s'agit de prendre acte, c'est que cette gouvernementalité algorithmique est d'autant plus efficace qu'elle mélange, qu'elle ne laisse pas apparaître en quelque sorte la séparation des 3 temps que je vais décrire. Donc c'est un geste un peu artificiel et purement théorique qui me fait distinguer ces 3 temps qui, en principe, se superposent parfaitement et circulent parfaitement. Chaque fois, et c'est pour ça que je fais ce geste de décomposition, ce qu'il s'agira pour moi de montrer, c'est le fait qu'à chacun de ces temps, de ces temps artificiellement distingués au sein de la gouvernementalité algorithmique, ce qui se produit malgré l'extrême personnalisation que nous pouvons percevoir des pratiques statistiques que je décrirai, hein, et que nous percevons de manière très intuitive quand nous recevons des recommandations sur un site, je ne sais pas moi, de partage musical ou des choses comme ça. Malgré cette extrême personnalisation, ce que je voudrais montrer chaque fois, c'est l'évitement des possibilités de frottement avec les sujets, ou encore, et c'est la conséquence évidemment de ceci, la raréfaction, l'affaiblissement des possibilités de subjectivation qui découlent de cet évitement des possibilités de frottement avec les sujets. Alors, quand je dis raréfaction des processus de subjectivation, je ne veux surtout pas dire de manière paranoïaque impossibilité de ceux-ci, ou encore, je ne veux jamais dire qu'il y aurait une violence en quelque sorte du phénomène que je décris. Au contraire, il y a une sorte d'accord, mais d'accord tacite, d'accord faible, si vous voulez, de réflexivité minimale qui accompagne la réalité que je décris, justement, entre autres parce que je dirais que si cette réalité devait être décrite sur un mode plus violent, elle induirait de la subjectivité, elle induirait de la rébellion ou de la résistance. Donc je tiens vraiment à dire que je n'analyse pas ici de manière tragique une annulation des possibilités de subjectivation, mais au contraire le geste le plus extrême d'affaiblissement de ceux-ci. Alors, quels sont ces 3 temps? Ils sont assez évidents. Le premier, c'est celui de ce qu'on peut considérer comme étant la récolte et
au-delà de la récolte, la conservation de ces données en quantité massive, récolte et conservation qui s'effectuent, se développent toujours plus par défaut et qui permet de constituer ce qu'on appelle des big data qui apparaissent sur cette base-là comme donnant lieu à une sorte de dédoublement du réel, en apparence parfaitement respectueux de son hétérogénéité, de sa diversité, de sa fragmentation. Alors pour cerner plus en avant, et de nouveau c'est juste un geste théorique, pour cerner ce phénomène de récolte des données en quantité massive et de leur conservation et la constitution des big data qui en découlent, je me contenterai de dire que ces données ne sont ni véritablement données, ni pour autant volées, et que c'est précisément cette alternative-là qui disparaît. Alternative qui présuppose profondément la possibilité du consentement, que ce soit pour vérifier le fait qu'il y a consentement dans le cas du don, ou que ce soit, que ce soit en considérant que ce consentement n'a pas été respecté dans le cas du vol. Or, il me semble que ce qui nous permet de percevoir ce phénomène de récolte des données, c'est bien plutôt le fait que toute forme de référence à un consentement véritablement éclairé, diraient les juristes, apparaît comme tout simplement inadéquate. Dès lors que, pourquoi elles sont inadéquates? Dès lors que ces données, plutôt que l'usage de ces données, que la finalité, en vue de quoi elles sont récoltées, la finalité qui justifierait éventuellement leur transmission, leur conservation, ces finalités, ces usages ne sont tout simplement pas connus, sont eux-mêmes indisponibles. Alors, cette impossibilité, aussi bien du don que du vol, fait que nous devons considérer évidemment que ces données sont, je joue un tout petit peu avec les mots là et ça n'a guère d'importance, sont simplement abandonnées, qu'elles sont laissées en quelque sorte. Mais ce qui m'intéresse, par ce petit détour, c'est tout simplement de percevoir que nous ne sommes pas là face à une négation de la réflexivité, mais seulement face à son affaiblissement le plus extrême, hein, face à la tentative d'affaiblir le plus possible la possibilité d'une épreuve subjective à ce niveau-là. Alors, je décris cette affaiblissement des possibilités de subjectivation, cette perte de tout frottement avec les sujets, à la fois évidemment, mais je ne dois pas m'y arrêter, pour décrire un problème politique et la difficulté d'une résistance, mais surtout, et c'est ça qui m'intéresse, pour montrer la force ou la puissance que cela induit du point de vue de la gouvernementalité en question, dans la mesure où cette perte de toute épreuve subjective me semble bel et bien être le gage le plus fort de l'apparente objectivité des données en question, lesquelles sont si peu volontairement transmises, si peu volontairement données, si fragmentées, si diversifiées, si dépourvues de sens, pourrait-on dire, qu'elles ne peuvent véritablement mentir. Il me semble que c'est ça l'élément qu'il s'agit de retenir de ce premier stade, hein, élément dont, vous l'aurez compris, il s'agit simplement de faire la source de la puissance ou de la force du processus normatif en question. Cette puissance réside précisément dans ce que j'ai appelé l'affaiblissement des possibilités de subjectivation du processus en question.
Alors, je vais répéter exactement le même geste pour décrire le deuxième temps, à savoir celui du traitement de ces données, hein, de leur forage, qui lui aussi est automatisé, évidemment, et qui se fait, c'est pour ça que j'emploie le mot forage, exemplairement par data mining, de manière à faire émerger de ces ce que j'ai qualifié être une sorte de dédoublement, mais parfaitement brut du réel, de manière à faire émerger de celui-ci du savoir, c'est-à-dire des multiples corrélations qui disent quelque chose de ce soi-disant dédoublement brut du réel. Corrélations sur lesquelles ensuite il est possible d'établir, ou par lesquelles il est possible d'établir des profils. Alors, je pointe, et vous allez voir que le geste est le même, une série d'éléments sur ceci. D'abord, le fait que le savoir en question qui est produit n'est constitué que de corrélations, ce qui n'est évidemment pas un drame en tant que tel, au contraire, c'est une extrême richesse. Corréler est le propre je crois, de tout être vivant, pas seulement des humains. Et nous avons toujours accompagné nos savoirs ou commencé nos savoirs, ou même nous nous sommes contentés de corréler. Corréler n'est pas un problème. Ce n'est pas en tant que tel le problème. S'il s'agissait à ce stade déjà de diagnostiquer plutôt où va se situer le problème, c'est plutôt dans le fait que ces corrélations, désormais, sont parfaitement suffisantes à elles-mêmes. Elles sont suffisantes pour produire de la norme. C'est précisément pour ça que j'ai parlé de statistiques décisionnelles, que j'ai insisté sur le caractère décisionnel de la démarche, c'est-à-dire que les corrélations ne sont plus une invitation à leur propre interprétation, en quelque sorte, qu'elles ne sont plus une invitation à produire des types de relations, éventuellement de nature ontologique plus forte, comme le seraient des rapports, que sais-je, moi, de cause à effet, de facteurs, de conséquences, etc. Je me contenterai de dire cela, les corrélations suffisent. Autre élément qu'il me semble important de noter quant à cette production automatisée de savoir, elle semble, j'insiste évidemment parce que je fais une sorte de caricature à ce stade, j'y reviendrai, cette production de savoir semble ou est vécue comme si il était désormais possible de se passer toujours plus de l'expression de toute forme d'hypothèse préalable à la production d'un savoir, de ces savoirs qui sont des corrélations. Et ce, a fortiori, évidemment, étant donné la nature automatisée de cette production et étant donné le développement du machine learning. De la sorte, nous nous trouverions, et je vais exactement répéter le même geste que j'ai posé par rapport à la récolte des données, nous nous trouverions désormais de nouveau face à l'idée d'un savoir dont l'objectivité semble d'autant plus nette qu'elle est protégée de toute forme d'épreuve subjective, protégée de toute intervention subjective, dans ce cas-ci, de la formulation d'hypothèses préalable, hein, qui est bel et bien le geste par lequel normalement la production de savoir s'inscrit dans une subjectivité, plus de formulation d'hypothèses en amont et en aval, plus de travail d'interprétation des savoirs en question. Les corrélations suffisent, comme je l'ai dit. De la sorte, évidemment, des normes c'est-à-dire les profils qui vont pouvoir être tirés de ces corrélations, des normes peuvent apparaître, sembler, j'insiste sur le fait que je ne décris peut-être pas la réalité telle qu'elle est, hein, mais que je produis un geste théorique ici, les normes peuvent sembler émerger directement du réel lui-même, dans le plus grand respect, hein, de nouveau, de sa variété, c'est-à-dire de manière objective. Alors, j'y suis déjà entré, je serai plus bref sur le troisième temps, qui est celui des
des effets de ces normes sur les comportements individuels ou collectifs, en rapportant les comportements à des profils qui ont pu être établis sur la base de ces corrélations. De ce point de vue-là, je me contenterai de noter que l'action normative en question consiste toujours plus subtilement à agir sur les comportements possibles, évidemment des sujets, qu'ils soient individuels ou collectifs, agir sur les comportements possibles, comment? Par un modelage de l'environnement lui-même, dans lequel se meuvent les sujets en question, et toujours moins dès lors par une contrainte sur le comportement en question, hein, action sur l'environnement plutôt que sur le sujet lui-même ou sur le comportement du sujet. C'est la variation de l'environnement qui peut être produite par ce biais-là, et rien d'autre ne doit être produit que cela. Alors, dans ces trois moments, je regarde le temps, je crois que j'ai encore 5-10 minutes, c'est ça? Plus ou moins? Dans ces trois temps, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est ce que j'ai appelé cette minorisation, cet affaiblissement. Excusez-moi, monsieur Berne, j'avais fermé mon micro. Il reste à peu près 2 minutes. Ah bon, oula, d'accord. Ça va. Alors, ce à quoi on assiste, donc chaque fois, c'est ce que j'ai appelé un affaiblissement de toute possibilité d'épreuve subjective, qui va aussi avec, dès lors, une réconciliation de ce qui était d'une certaine manière la tension ou la tragédie inhérente à toute forme de gouvernement, à savoir la tension entre son caractère sérialisant, hein, gouvernement des populations, et son caractère individualisant. Désormais, ça peut parfaitement être lissé. Bon, écoutez, je vais sauter ce que je voulais dire en plus pour terminer ceci, mais mon but est simplement, en décrivant ceci, mon but est non pas évidemment de montrer que ça gouverne de manière objective, mais de montrer comment ça gouverne et comment ça gouverne d'autant plus intensément. C'est plutôt de décrire une intensification des possibilités de gouvernement, ce que j'ai fait là, pensant que ce diagnostic doit permettre au contraire de récupérer des possibilités de subjectivation en son sein. Alors je voudrais simplement articuler les deux tendances en apparence contraires que j'ai décrites, l'une qui témoigne du retour d'une prétention à l'objectivité dans le champ normatif par ce que j'ai appelé l'affaiblissement radical de toute épreuve subjective, et l'autre qui consiste, mon point de départ, à analyser la dimension du faux depuis une surcharge de subjectivité qui serait dès lors comprise comme une intention de faute, comme une faute au sens pénal. Le problème est évidemment que ces deux tendances en apparence contraires se complètent parfaitement au point de nous pousser vers des alternatives infernales, hein, qui consistent soit à adhérer à l'horizon d'objectivité de la gouvernementalité algorithmique et à pénaliser dès lors toute épreuve subjective, soit au contraire à défendre ce qui est apparemment faux, quel que soit le ressort d'une telle défense. Alors, je ne veux évidemment pas pousser mon analyse jusqu'à adhérer aux valeurs à partir desquelles on pourrait articuler ces deux pans de mon analyse. Je veux au contraire freiner ceci, mais je voudrais quand même aller un tout petit peu plus loin que de dire simplement que les deux phénomènes que j'ai décrits, celui de la gouvernementalité algorithmique et celui d'un retour du faux sur la scène de la mauvaise intention, sur la scène de la falsification, je voudrais tout simplement aller un tout petit peu plus loin que me contenter de dire qu'ils sont contemporains, hein, qu'ils s'articulent l'un à l'autre et qui doivent être analysés sur ce mode-ci. Alors comment aller un tout petit peu plus loin dans une articulation critique de ces deux éléments sans tomber dans une sorte d'adhésion au système que j'ai décrit? Alors, on peut évidemment, sur la double base que j'ai décrite et sans la supprimer, montrer que chacune des choses que j'ai décrites ne correspond pas entièrement à la réalité des phénomènes dont je prétends rendre compte. Une gouvernementalité algorithmique qui permettrait de produire des normes de manière objective est évidemment une utopie et restera une utopie.
Comme le disait Desrosières, les données ne sont pas données, elles ne sont pas là. Je Elles vous sont, interromps, il faudrait conclure, s'il vous plaît. Il faudrait oui, conclure. d'accord. Elles ne sont pas données, elles sont construites. Bon, si je dois conclure dans la minute, évidemment, je dois un tout petit peu prendre du temps pour inventer la conclusion. Donc, les données sont plus construites que je ne les laissais apparaître. Elles sont toujours l'expression de rapports de force. Elles sont toujours l'expression, malgré tout, d'hypothèses. Et on continue de percevoir évidemment les exclusions qui sont produites sur cette base, mais il n'empêche que cette réalité qui fait qu'on n'est pas évidemment entré dans un monde de la parfaite objectivité, cette réalité ne me semble pas analyser la vérité politique du modèle que je viens de présenter, parce que c'est bel et bien de là que la gouvernementalité algorithmique tire sa puissance. C'est comme ça qu'elle gouverne. Ce n'est pas comme ça que les normes naissent effectivement, mais c'est bel et bien de là que la gouvernementalité algorithmique peut se déployer. Oui, alors écoutez, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je suis désolée d'avoir ce rôle ingrat de la modération. Mais écoutez, nous avons ensemble, merci beaucoup de cette intervention, et nous avons ensemble encore une quinzaine de minutes pour discuter, évidemment, où vous allez pouvoir développer cette conclusion, parce que, évidemment, je reste un petit peu sur ma faim comme plusieurs, parce que vous arriviez à nouer ensemble ces deux éléments, finalement, de la question de la prétention à l'objectivité, que je retiens comme issue finalement des normes algorithmiques ou de l'algorithmique, avec ce champ que vous appelez la surcharge de subjectivité qui est derrière ces faux Alors, ce que je relève qui est particulièrement intéressant, justement, c'est que nous sommes à une époque à la fois, justement, de prolifération de ces faux et dans un espace où la question algorithmique de l'intelligence artificielle est en train de plus en plus de prendre place et de créer cette, comme vous dites, cette illusion, d'une certaine façon, cette utopie d'objectivité. Alors, je ne formule pas une question parce que j'aimerais laisser nos participants intervenir. Donc, vous connaissez tous la façon de faire avec la main levée. Alors, est-ce que, oui, Fabien, donc, je te laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était très enrichissant. Alors, je vais peut-être avec ma question vous donner la possibilité de conclure. En fait, c'est une question toute simple qui porte sur finalement l'articulation entre la super objectivité là, qui est rendue permise par la gouvernementalité algorithmique, donc d'articuler ce phénomène-là, qui nous touche tous de près et de loin aussi, avec le phénomène des fake news. Est-ce qu'on peut s'autoriser à dire, mais là, évidemment, ce que je dis, c'est très général, il faudrait regarder en détail, regarder les choses de près, les applications, etc. Mais est-ce qu'on pourrait penser le phénomène des fake news et tout ce que ça présuppose en termes de fantasme, en termes d'adhérence, comme un emballement, enfin une forme de résistance par rapport à cette super objectivité qui est produite par la gouvernementalité algorithmique. Est-ce qu'on peut s'autoriser cette forme d'articulation ou pas du tout ? C'est ce que je voulais freiner, justement. Okay. Alors, que ce soit, pour aller très vite, que les deux phénomènes soient complémentaires et qu'on ne puisse que tomber dans cette complémentarité, ça c'est ce que je voulais faire apparaître dans un premier temps, d'une part. D'autre part, il est évident que, mais là c'est entre autres dû à mes propres incompétences sur le sujet des fake news, mais il me semble évident qu'il s'agit de refuser quelque part ce que j'ai appelé une certaine pénalisation de la question de la vérité, et refuser de sombrer dans ce puissant fond de l'intention, pour considérer que ce ne sont pas justement des intentions malveillantes qui justifient le phénomène en question, quitte à mettre des présidents de la République derrière, mais que le phénomène des fake news s'explique sur un mode beaucoup plus critique, évidemment, en analysant les phénomènes de répétition, les phénomènes de reproduction, par exemple grâce à des algorithmes de recommandation qui sont
qui peuvent être quasi considérés comme les producteurs des fake news, hein, c'est-à-dire en enlevant cette pente pénalisante, cette pente de l'intention malveillante qui se trouverait derrière les fake news, mais pour prendre en considération le fait que ramener ce phénomène-là à l'intention malveillante, au geste de manipulation ou à la figure grimaçante d'un président de la République, ramener cela en niant en quelque sorte l'infrastructure dans laquelle ça s'élabore, ça consiste précisément à s'exonérer dès lors de devoir prendre en considération le fonctionnement de la gouvernementalité algorithmique en question, c'est-à-dire son fonctionnement essentiellement citationnel. Hein, on est dans le registre d'une... il me semble que le subjectivisme apparent qui prévaut au phénomène des fake news est précisément ce qui empêche de le percevoir dans son fonctionnement citationnel et d'entamer dès lors la critique de ce que j'ai appelé la gouvernementalité algorithmique. Alors ceci vaut non seulement au niveau de l'analyse, mais je dirais même aussi au niveau des responsabilités juridiques. C'est pour ça que j'avais parlé dans un premier temps de fléchage de la responsabilité. Il est évident qu'ici nous devons nous situé aussi sur un terrain qui prend en considération les responsabilités, non pas du point de vue des intentions, mais bel et bien du point de vue des relais, c'est-à-dire des phénomènes citationnels qui nourrissent ces fake news. Voilà. Voilà la manière avec laquelle je relierai les deux sujets. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Et effectivement, c'est une manière de conclusion qui s'ouvre par cette question. Colette, maintenant que tu as levé la main, donc je te cède la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me permettre d'assister à ce séminaire. C'est une première fois pour moi également. Et puis, je suis très heureuse de commencer déjà avec cette présentation du collègue Berns. Donc, en fait, peut-être juste pour vous situer un peu, je fais partie d'un observatoire qui est basé à l'Université Laval sur les impacts sociétaux. Je pense que vous êtes déjà intervenu, en fait, avec le collègue Pierre-Luc Désiel ou votre collègue Madame Rouvroy. Donc, je ne sais pas si c'était dans le cadre de l'OBVIA, qui est un observatoire des impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique. C'est gros à dire comme ça. J'ai déjà épuisé mon temps juste là. Mais en fait, les réflexions qui animent cet observatoire, c'est vraiment à la fois les effets pervers, les questions critiques comme celles que vous avez contribué et que vous continuez à contribuer, mais aussi la mobilisation de ces outils pour contrer, pour dompter la bête en quelque sorte, et j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, c'est une utopie de vouloir mobiliser justement ces outils, que ce soit de données massives et d'intelligence artificielle, pour contrer des phénomènes tels que la désinformation? Je suis d'accord avec vous pour les fake news. Ici au Québec, on dit fausses nouvelles. Mais à mon sens, les fausses nouvelles, c'est un phénomène presque de panique sociale ou de controverse plutôt qu'un réel enjeu. Merci pour le lien. Alors, on va parler plutôt de désinformation et les Anglais vont parler de mésinformation pour parler du phénomène de relais, de partage, qui sont des concepts beaucoup plus précis. Alors, si on entend la désinformation comme à la fois un problème d'informations qui sont erronées et qui sont aussi trompeuses ou enfin manipulées, je comprends que le problème de l'intention est complexe. Est-ce qu'à votre avis, on peut mobiliser ces outils-là pour contrer ces phénomènes-là ou est-ce que c'est carrément utopique? Grosse question, mais enfin, répondez comme... oui, tout à fait, non, merci. Prenez le morceau qui vous convient. Alors, est-ce qu'on peut? Bien entendu, on peut. C'est-à-dire qu'effectivement, les nouvelles possibilités de production de savoir sur la base de données en quantité massive ont aussi quand même cette grande vertu de pouvoir produire de la vérification, si vous voulez. Donc, effectivement, il est possible de contrer une chose par l'autre. Ceci dit, et donc je ne veux pas du tout fermer cette
perspective qui consisterait à produire de la vérification, si vous voulez, de la vérité, grâce aux nouvelles perspectives épistémologiques qui sont produites entre autres par l'intelligence artificielle. C'est une véritable possibilité. Seulement, on resterait en quelque sorte dans la figure pénale que j'ai essayé d'éviter. Moi, ce qui me semble le plus intéressant, alors, c'est de montrer comment se forge. Il faudrait voir dans quelle mesure, et là, ça dépasse tout à fait mes compétences, dans quelle mesure, justement, ces nouvelles possibilités de production de savoir nous permettent de montrer comment se forge du fake, comment se fabrique de la mésinformation. Non pas donc pour vérifier, non pas pour inculper, non pas pour participer à ce devenir pénal de la question de la vérité que j'ai voulu freiner d'une certaine manière, mais tout simplement pour montrer les mécanismes de citation, parce que c'est sur ce terrain-là que je voulais revenir, ce que je n'ai pas tout à fait fait, pour revenir sur ce terrain de la citation et de l'entrecitation et du déplacement dans la citation, c'est ça qu'il s'agit de montrer. Donc, tout à fait sortir de l'idée que ce qui doit nous permettre de penser le problème, c'est une intention malveillante derrière une vérité, pour considérer au contraire que c'est les déplacements dans la citation ou éventuellement les absences de déplacement dans la citation qui sont producteurs du fake en question, qui sont producteurs de la mésinformation en question. Et c'est pour ça, c'est pour justement cette perspective qui met l'accent sur le phénomène de la citation que j'avais tenu à signaler dans un premier temps l'utilité d'une perspective derridienne sur ce problème-là, puisqu'elle nous permet à la fois, comme je l'ai fait pour une part, de pointer le danger de phénomènes de production en quelque sorte mécanique de la norme au travers de répétitions mortifères, je veux dire, de simples phénomènes d'accumulation, mais elle permet aussi, c'est bel et bien cela la citation chez Derrida, de prendre en considération les déplacements qui sont produits au sein d'une citation. Toute citation est non seulement répétition d'un même, mais aussi déplacement d'un même, et ces phénomènes de répétition qui sont de différence dans la répétition, qui sont précisément ce qui est intéressant et qui sont ce qui à la fois peut rendre une vérité mensongère ou la rendre novatrice. Je veux dire, elles ne nous prémunissent pas contre le danger du fake, au contraire. Ça fait partie de la performativité technique de pouvoir produire cela, et ça fait partie de toute performativité que de pouvoir avoir des effets comme celui-là. Mais ça permet de mettre l'accent non pas sur la catégorie de l'intention, qu'est-ce qui se trouve derrière la production de la vérité, mais sur les phénomènes de répétition qui constituent véritablement celle-ci. Voilà, c'était ce geste théorique-là que je voulais produire et vous permettez de produire maintenant. Je vais me contenter de dire que le point que vous touchez est un peu au cœur de l'approche que nous suivons dans notre projet de recherche, qui est celui d'essayer de comprendre les mécanismes, non seulement observer et commenter sur ce qui se passe, mais de comprendre les mécanismes qui sont derrière, par exemple, cette production, justement, soit de fausses nouvelles ou de mésinformations. Et donc, cette piste que vous nous donnez de la possibilité que l'intelligence artificielle, finalement, entre dans ce processus est particulièrement intéressant, je dirais donc, du point de vue, encore une fois, de notre séminaire. Je vais donner la parole à Jean-Marc Larue. Donc, simplement pour te situer rapidement, Jean-Marc, pour tout le monde, hein, Jean-Marc Larue est professeur à l'Université de Montréal et notre co-chercheur avec Samuel Choniewski également. Donc, 3 co-chercheurs dans ce projet de recherche là, que nous avons entamé. Et donc, Jean-Marc, je te donne la parole. Oui, merci beaucoup de votre présentation. Vous êtes effectivement au cœur, ce dont vous avez parlé est au cœur de nos préoccupations. J'aurais en fait, j'ai une petite question, peut-être plus pratique aussi. Cette idée donc de l'intentionnalité malveillante. Les questions d'intentionnalité sont complexes, hein, évidemment. Et est-ce que ça va, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Ok. Donc, ces questions sont extrêmement complexes et bon, vous venez là de parler de toute la question de la citation et de Derrida. Alors, d'abord, il y a la question de l'origine, de la source, en quelque sorte, si on veut parler d'intentionnalité. Et deuxièmement, il y a cette question que vous avez abordée de façon un peu indirecte, la question de l'opacité, de la transparence de l'intention.
dans cette dynamique d'opacité de transparence, il y a aussi de l'intention. Quand on parle de gouvernementalité algorithmique, le fait que ce soit transparent, c'est-à-dire qu'on n'est pas, comme vous l'avez dit, les processus et les choix des processus ne sont pas révélés. C'est elle-même une intention, mais qui est une intention qui n'est pas liée à l'origine, qui traite d'un processus plutôt. Donc, ça m'interpelle parce qu'il y a eu, dans le domaine des arts, il y a toute cette théorie des intentionnalistes aussi qui a un peu tourné en rond, dans la mesure où la question de l'intention est à peu près une question, presque une impasse à certains égards. Alors, pour aller dans votre sens, je n'ai cité le problème, je n'ai mentionné d'entrée de jeu le problème de l'intention que pour m'en défaire, hein, que pour m'en éloigner. Par contre, ce que je trouve, d'où la mobilisation de Derrida, ce que je trouve, ce à quoi je dois répondre dans la question que vous me posez, me semble-t-il, c'est le fait qu'il est possible, évidemment, d'interpréter ce que j'ai montré comme étant la gouvernementalité algorithmique, en montrant que quelque part, ce qui serait produit, si je comprends votre question, ce qui serait produit, c'est une opacité qui nous ferait récupérer en quelque sorte la catégorie de l'intention à ce niveau-là, dans un phénomène de création d'opacité. Alors moi, mon but n'était pas du tout d'aller là-dedans. Mon but était ça. C'est pour ça que je parle toujours d'affaiblissement des possibilités de subjectivation. Je veux dire, il s'agit de montrer que ça produit de la difficulté, ça empêche que ça subjective. Ça ne veut pas empêcher les possibilités de subjectivation, ça le produit de fait. Ça rend à tout stade de sa production difficile la possibilité d'être un sujet de la norme qui est ainsi produite. Ça ne signifie pas récupérer, en quelque sorte, quand je décris ceci, je n'essaye pas de récupérer la possibilité d'une subjectivité première, d'un jeu ou d'un sujet cartésien ou d'une substance aristotélicienne qui se trouverait en amont du processus en question. Chaque fois que je faisais référence à des sujets, c'est à des sujets comme étant issus du dispositif en question. Et normalement, pour le dire de manière un tout petit peu caricaturale, tout dispositif normatif, j'ai cité tout à l'heure le confessionnal, mais on pourrait dire aussi le droit moderne, la statistique au 19e, etc., produit ces sujets. Je n'ai pas dit qu'elle suppose ces sujets, elle produit ces sujets. C'est-à-dire nous sommes devenus des sujets capables de nous soucier de notre égalité devant le droit, etc. Étant donné l'appareil juridique, nous sommes considérés comme des sujets désirants, ou nous nous considérons comme des sujets désirants à force d'aller au confessionnal, pour dire les choses de manière un tout petit peu caricaturale. Ce que j'essaye de décrire, c'est plutôt les blocages actuellement, les blocages actuels qui empêchent de devenir le sujet de cette gouvernementalité algorithmique. Mais je ne le considère pas comme étant un amont en quelque sorte du processus en question, ni même cette gouvernementalité-là comme étant le fruit d'une intention malveillante en quelque sorte qui voudrait empêcher cette subjectivation. Non, ça gouverne sur ce mode-là. Voilà. Je vous remercie infiniment. Le temps, encore une fois, j'ai ce rôle bien ingrat de la modération. Nous aurons l'occasion, M. Berne, justement, de revenir en fin de séance. Donc, et j'aimerais maintenant passer la parole à Alexandre Coutan, donc de l'UQAM, qui va nous parler donc des contenus journalistiques qui sont dans l'exposé qu'il va nous faire révélateur de la complexité de ces rapports entre vrai et faux. Alors, encore une fois, le format, on aura une demi-heure. Ensuite, on va prendre une quinzaine de minutes pour discuter en fait de l'intervention d'Alexandre, pour ensuite nous retrouver avec nos deux intervenants. Bien sûr, après l'intervention d'Alexandre, il y aura possibilité de poser les questions que vous souhaitez, là, évidemment, à nos deux intervenants. En vous remerciant énormément, M. Burns, pour toutes les questions que vous ouvrez pour nous là, dans votre intervention. Merci à vous.
Très bien, bonjour. Merci beaucoup déjà pour cette invitation à venir échanger avec vous. Je renouvelle la frustration qu'évoquait Thomas sur le fait de ne pas pouvoir suivre tous les séminaires. J'ai pu participer au premier, mais malheureusement, les agendas surchargés que nous avons sont ce qu'ils sont. Je pense que vous connaissez désormais, si on veut assister à un séminaire, il faut soit l'organiser, soit participer. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de participer en me demandant d'intervenir. Avant de commencer, est-ce que vous voyez bien mon écran là? J'ai préparé un diaporama. Oui. Donc, moi, je vais vous parler donc, des contenus journalistiques dans ce qui permettent de révéler de la complexité des rapports aux vrais et aux faux qui sont mobilisés quand on parle des fake news. Excusez-moi, juste un petit problème technique. Voilà, c'est bon. Je vais donc déjà vous contextualiser un petit peu le type d'enquête qu'on est en train de mener au sein du Lab CMO. Je vais beaucoup dire on parce qu'on est plusieurs chercheurs impliqués dans le domaine, hein, notamment Florence Millerand, Michel Stewart et puis Marie-Danielle Tremblay, qui est une doctorante qui travaille directement sur le projet. Ensuite, j'aborderai plus spécifiquement hein, le sujet là, des contenus journalistiques comme révélateur de la complexité des rapports au vrai et au faux. Puis ensuite, je vous détaillerai un petit peu l'enquête sur laquelle on est spécifiquement actuellement en vous donnant quelques premiers retours de terrain. J'ai prévu l'intervention, je sais qu'on est dans un espace interdisciplinaire, donc j'ai essayé d'être le plus illustratif possible parce que je sais qu'on n'utilise pas les mêmes théories, les mêmes approches, etc. Mais n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez qu'on interrompe de temps en temps la présentation, hein, ce sera avec plaisir. Alors donc, pour contextualiser cette enquête, hein, on s'est mis à travailler sur ce phénomène qu'on essaye de caractériser à travers l'expression fake news, en voyant qu'il y avait une grande médiatisation de termes qui nous apparaissaient apporter plus de confusion qu'autre chose. Alors on parlait bien sûr beaucoup ou énormément même de fake news et de post-vérité, mais on constatait aussi une sorte d'inflation sémantique avec tout un vocabulaire qui venait essayer de qualifier ce qui se passait, donc tromperie, authenticité, désinformation, leurre, rumeur, propagande, mésinformation, complotisme, redéfinition et variation autour de fake news avec fausses nouvelles, infox, fausse information, infos, etc. Et puis, nous, notre approche, hein, on considère que ce type d'inflation, c'est pas du tout, c'est une très bonne raison de commencer une enquête. Hein, ça montre qu'il y a bien quelque chose qui résiste à l'interprétation, que ce soit dans la compréhension qu'on en a au sein de la société, ou même dans les théories qui permettent d'essayer de s'en approcher. Et puis, on voyait aussi qu'il y avait plusieurs éléments qui étaient mis en avant à la fois dans l'espace public, mais aussi hein, dans la littérature qui prenait pour sujet les fake news. Avec premièrement une grande insistance sur le support technique. Hein. Les fake news, ce serait quelque chose qui aurait à voir avec les médias sociaux numériques. Une individualisation de la responsabilité, alors qui se traduisait beaucoup par l'insistance sur tous les biais. Hein. On aurait tout un tas d'imperfections dans notre cerveau qui ferait que ces fake news arrivent à se développer. Une focalisation sur la traque du faux, hein, avec peut-être un espoir d'arriver à un moment revenir dans la vérité. Puis d'ailleurs, le terme post-vérité est très frappant là-dessus. Hein. Je pense que je suis trop jeune pour avoir vécu dans cette période-là, hein, si elle a existé un jour, c'est ce moment idéal de la vie au milieu de la vérité. Une surinterprétation du phénomène aussi, hein, puisqu'on en parlait énormément, il y a eu beaucoup de littérature dessus. Et avec nos habitudes de travail sur ce que c'est que l'appropriation des outils numériques, tous les chiffres qui étaient mis en avant, finalement, hein, si vous comparez les gros taux de circulation d'une fake news avec le taux de circulation d'un chat mignon, finalement, ça reste très comparable, hein, voire les fake news ont beaucoup moins de popularité. Donc, on avait l'impression qu'on faisait de ce phénomène un phénomène central.
là où il pouvait peut-être être relativisé. Et puis enfin, un dernier problème qui était une inversion du diagnostic double, à la fois de prendre les fake news comme la cause de maux sociaux, alors qu'il nous semblait que c'était plutôt un symptôme. Et puis, la deuxième chose, qui était une inversion, en essayant de se dire que notre problème, c'était le faux, alors qu'on avait l'impression que pour réagir face à ce phénomène, il fallait peut-être plus s'intéresser au fiable. Il nous semblait, de nos lectures sur la sociologie du risque, la sociologie de l'incertitude, etc., que le vivre dans l'incertain, dans l'approximatif, dans le faux, etc., c'est possible dès lors qu'on arrive à trouver des conventions autour de ce qu'on considère comme fiable collectivement, et que, étant donné qu'on utilisait beaucoup de ressources pour traquer le faux, on pourrait en consacrer une partie à cette valorisation du fiable. Alors, tout ça, ça nous a amené initialement plutôt à faire de la mobilisation des connaissances en sciences de l'information et de la communication, parce que justement, donc, il y avait eu beaucoup de travaux sur société de l'incertitude, aussi beaucoup de travaux sur les pratiques informationnelles qui avaient un intérêt. Si vous connaissez pas ce champ, c'est un champ, on va dire, en deux dimensions, des pratiques informationnelles au sens très réduit, qui va essayer de s'intéresser à qu'est-ce qu'on fait, comment on s'y prend quand on recherche de l'information, qu'est-ce qui nous amène à trouver des informations et puis ensuite à les qualifier et se les approprier. Et puis de manière plus large, les pratiques informationnelles au sein de nos pratiques sociales, c'est-à-dire dans quels endroits l'information circule, où est-ce qu'on la discute, où est-ce qu'on décide de nos grammaires d'évaluation de ces contenus, et qui sont des approches totalement différentes de ce qui se faisait à l'époque, qui était beaucoup centré sur les contenus et leur circulation. Mais donc, les contenus et leur circulation, ils peuvent être très, très nombreux, mais si dans les manières de les interpréter, de leur accorder de l'importance, d'en discuter, etc., du côté des pratiques informationnelles des individus, ils prennent peu de place, finalement, ça permet de relativiser le phénomène. Bon, alors on a aussi tout un courant en communication qui s'intéresse à la confiance, à l'établissement de la confiance, les critères qui font qu'on reconnaît une information comme fiable, les autorités qui vont être convoquées dans des discussions autour de la fiabilité ou de la fausseté des contenus. Et puis enfin, tout un tas d'éléments de méthode scientifique, ça c'était beaucoup propre justement à ces espèces de grands nombres qu'on a dès qu'on est avec le numérique, et qui amenait à ce qu'il y ait beaucoup, par exemple, c'est désormais considéré comme quelque chose d'évident que les fake news circulent plus vite que les vraies informations. Tout ça, c'est basé sur 3 jeux de données récupérés sur Twitter comparés à 3 autres jeux de données. Et effectivement, dans des contenus, c'est des comparaisons de contenus qui sont avérés faux avec des contenus dénoncés comme faux qui finalement étaient vrais. Donc effectivement, les contenus véritablement faux circulaient plus vite, mais tirer des généralités sur la circulation des fake news, c'est vraiment, il y a un problème de généralisation à outrance là, qui posait des problèmes de méthode scientifique. Donc, on a beaucoup fait d'interventions au début, mais on s'est rendu compte quand même, à force d'intervenir auprès des professionnels de l'information pour essayer de diffuser toute cette littérature qui existait. On avait l'impression qu'on n'avait pas grand-chose à dire, en fait, que la littérature existait, puis qu'on avait mal fait notre travail de diffusion au-delà des universités. Mais on s'est quand même rendu compte que ces approches par les pratiques informationnelles, elles existent parce que c'est un courant qui existe depuis longtemps, mais les grandes enquêtes qui documentent ces pratiques informationnelles, elles ne sont pas si fréquentes que ça et qu'elles n'existaient pas du tout au Québec. Donc, on a fini par lancer un partenariat dans un projet de recherche avec Radio-Canada pour documenter ces pratiques informationnelles des Québécois et Québécoises. Le partenariat, c'est un mode de projet où en même temps, on fait des recommandations. Et puis l'idée était aussi d'aider justement dans cette perspective d'inverser, non pas traquer le faux, mais produire du fiable. On voulait en profiter pour produire des guides d'aide, pour produire des contenus qui dans leur construction même, valorisaient davantage, donnaient davantage de gages de fiabilité. Alors, pourquoi on s'est intéressé spécifiquement à travailler avec les journalistes? Parce que finalement, les études de cas qu'on faisait portaient sur des tonnes de contextes dans lesquels les fake news avaient un rôle. On aurait pu aller en politique, on aurait pu aller en santé, enfin, on a plein d'autres terrains sur lesquels les enjeux sont soulevés. Mais il se trouve qu'à travers l'analyse des réactions des journalistes, on trouvait que c'était un très bon point d'entrée pour essayer de penser ces rapports au vrai et au faux.
Et notamment parce que on voyait que dans la manière de réagir des journalistes et aussi dans la littérature en sociologie du journalisme, hein, on retrouvait quelques biais, là, quelques impensés, notamment l'impensé de la variété des registres qui sont convoqués dans le discours journalistique. Hein. Une des manières de répondre au problème était de définir que les fake news, c'était ce qui n'était pas du journalisme, hein, et puis et donc en fait sous-entendu que les contenus journalistiques étaient en eux-mêmes assez fiables, pas trop discutable, etc. Et puis en fait, on voyait qu'il y avait un impensé de la variété des registres qui sont convoqués dans le discours journalistique et qui sont certains ayant des rapports à une construction objectivée de la factualité, voire d'analyse qui pourrait se revendiquer comme vraie, mais encore une fois, on rentre tout de suite dans l'épaisseur de ces concepts-là, mais d'autres étant beaucoup plus discutables. On voyait aussi qu'il y avait un rapport de pouvoir à propos de qui est autorisé à dire et commenter le monde, qui a été posé avec la diffusion d'Internet, hein, qui n'est pas toute jeune, hein, mais que là, ça représentait ça, et puis qu'on voyait qu'il y avait une espèce de querelle avec une profession qui avait l'habitude de dire ce qu'était le monde et quoi en penser, et qu'elle se sentait remise en cause, et que les fake news étaient une manière quelque part de clore le débat en disant regardez, si on cadre plus l'information, si c'est plus nous qui produisons, regardez où on arrive, on n'a vraiment pas envie d'aller dans cette direction. Et où on pensait que cette discussion autour de ces autorités, au contraire, devait avoir lieu, et qu'il n'y avait pas nécessairement que des effets négatifs à ce qu'il y ait un accès à l'espace public plus large. Un autre élément, c'était, il y a plusieurs travaux qui montraient que finalement les fake news paraissaient aussi une sorte de tentation très grande de la part des médias de justement créer une sorte de panique autour de grands dangers qui servaient beaucoup, on dit beaucoup que c'est une profession qui est en crise, qui manque de reconnaissance, et quelque part, c'était une bonne manière de montrer que qui méritaient une reconnaissance par la production de leurs discours qui étaient beaucoup plus fiables, de meilleure qualité, etc., que ces fake news, hein, d'où notamment... Vous avez Laurent Bigot qui a beaucoup travaillé sur le développement du fact-checking, qui finalement, quelque part, est quelque chose qui faisait plutôt partie des bases du travail journalistique, et puis qui est devenu qui a été mis en avant comme une expertise qui avait été développée par les journalistes et qui permettait de justement lutter contre les fake news. Et d'ailleurs, une de ses conclusions, et dire, c'est assez paradoxal, parce que le fact-checking qui consistait à vérifier tous les articles produits par les journalistes, on ne le fait plus autant. Et d'un autre côté, on a créé des rubriques pour aller vérifier ce qui est dit par les autres. Et puis, enfin, deux derniers éléments qui étaient une sorte de difficulté à prendre à comprendre ce qui se passait avec ces fake news là, du côté des journalistes, à la fois parce que finalement, on se rendait compte qu'il y avait une très faible compréhension de ce qu'étaient que ces publics de l'information, hein, notamment qui sont beaucoup analysés à travers les taux d'engagement qu'il y a sur les plateformes numériques, hein, et moins dans toute la diversité de à quoi sert l'information, pourquoi ils la consultent, qu'est-ce qu'ils en pensent, etc. Et puis, une difficulté aussi à faire son autocritique, à se rendre compte que finalement, ce qu'on qualifie de fake news, quand on parle de choses erronées, de choses mal intentionnées, de choses orientées en termes d'opinion, mais masquées, etc., que finalement, il y en avait beaucoup, qu'on en trouvait beaucoup à travers le temps à l'intérieur des médias, et c'était très peu pris en compte par les journalistes. Donc, ça nous semblait une porte d'entrée intéressante, parce que si on regardait les critiques qui étaient faites du côté des publics, on voyait bien qu'il y avait des sortes d'incompréhensions qui rendaient plus visible quels enjeux se jouaient autour des fake news. Hein. Et donc, je vous les ai listés, ces critiques qu'on retrouvait du côté des publics, hein, qui étaient que finalement, les journalistes ne travaillaient pas pour le public, hein, qui faisaient partie d'une élite, et puis qui s'entraidaient avec tous les autres membres de l'élite, donc les gens qui étaient dans les classes supérieures, les politiques, les fonctionnaires. C'était assez large, cette version des élites. Que les médias étaient pétris de conflits d'intérêts, hein, qu'ils ne traitaient pas certains sujets à cause d'enjeux économiques, d'enjeux de conseils d'administration et de direction de
de qui possédaient ces institutions médiatiques, que les médias ont des orientations politiques non avouées et qu'on fait passer pour de la vérité et de l'objectivité des choses qui en fait sont très orientées selon des positions politiques. Il y avait aussi des critiques d'incompétence ou de légèreté face à des traitements trop rapides de l'information. Alors, on connaît depuis longtemps, par exemple, la recherche du scoop ou des choses comme ça, mais on verra que ça s'incarne dans des formats différents avec l'évolution technique. Et puis, une autre critique assez récurrente et qui était aussi une inadaptation aux besoins qu'ont les publics quand ils s'informent, de grandes dimensions, hein, qui était le besoin de comprendre le monde dans lequel on vit et puis le besoin d'agir. Hein. Donc, il y a de dire qu'est-ce qu'une fois qu'on sait, par exemple, voilà, une information sur le nombre de cas déclarés positifs à la Covid-19 aujourd'hui au Québec, mais avec ça, on fait quoi? Est-ce qu'on a le droit de sortir de chez nous? Est-ce qu'il faut qu'on porte un masque? Quand est-ce qu'on se fait tester, etc. Donc, des choses très concrètes que les publics attendent. Alors, ces critiques, bien entendu, hein, elles ne sont pas toujours justifiées, mais elles expliquent une crise profonde hein, dans un rapport aux médias et qui là, s'explique très, très bien si on suit les travaux de Louis Quéré sur l'établissement de la confiance. Hein, il vous dit que c'est une sorte d'écosystème et puis donc les problèmes qu'on a pu rencontrer à l'intérieur de l'écosystème médiatique vont ressurgir quand on est en train de lire des nouveaux contenus, quand on est face à une institution médiatique particulière, etc. Et donc, ça crée une défiance générale, pourquoi pas, bien que la critique ne porte pas nécessairement sur l'intégralité des médias. Et puis, ce qui était intéressant aussi, c'est en revanche qu'on se rendait compte qu'il y avait très peu de critiques sur le fait que les énoncés qu'on trouvait à l'intérieur des médias étaient faux. C'était beaucoup plus sur des conditions de production, c'était aussi beaucoup sur des conditions d'énonciation aussi, hein, dans la manière dont on produisait les contenus. Ce qui décentrait un petit peu l'idée d'un vrai, de certaines personnes qui seraient capables de faire du vrai. Et puis, nous, ce qu'on attend, c'est d'obtenir du vrai de la part de ces acteurs. Alors, plus largement, hein, qu'est-ce qu'on sait pour l'instant des pratiques informationnelles ailleurs? Parce que je vous disais que c'est pas trop documenté dans l'approche pratique informationnelle. Hein. On a beaucoup d'informations de diffusion, de consommation, hein, mais l'approche par les pratiques informationnelles n'est pas développée. Ben, on sait que les sources sont extrêmement variées et puis qu'elles éclatent de plus en plus les rituels traditionnels de consommation d'informations. On sait aussi que la consommation d'informations, elle reste noyée dans une consommation médiatique qui est bien plus large. On sait enfin que la visibilité des fake news qui ne serait pas non provoquée par la lecture des médias, c'est-à-dire que vous savez que cette fake news existe parce que vous avez lu les décodeurs ou les décrypteurs, etc. Finalement, elle est très faible et qu'elle est très cloisonnée aussi. Hein. Thomas disait en commençant, finalement, je suis pas très, j'en vois pas beaucoup là des fake news, mais c'est un petit peu ça. Hein. On se rend compte que c'est quand même très cloisonné. Et alors, ça, ce sont des résultats plus en termes de diffusion. Hein, et là, hein, c'est une toute autre lecture. Hein, c'est-à-dire que si vous prenez les chiffres de diffusion d'une fake news, ça peut paraître gigantesque. Et puis après, quand vous regardez des travaux, hein, comme ce qui a été fait par Wagner et Bukowski, là, sur la part des fake news à l'intérieur de la consommation médiatique d'une personne, hein, quand on se place du côté de ces publics-là, on voit que c'est moins de 1%, je ne sais plus combien c'était, 0,5 ou 0,2% de la consommation médiatique. Donc, d'un seul coup, ça relativise beaucoup leur présence. Et puis, ensuite, en termes plus de rapport à l'information, qu'est-ce qu'on sait? On voit que les rapports à l'information sont très variés. Hein, c'est-à-dire qu'on a tendance à présumer que quand on s'informe, c'est avec une facette citoyenne et elle n'est pas si présente que ça. Ça sert à beaucoup d'autres choses, ce qui modalise énormément. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir des expressions très critiques vis-à-vis des médias, mais on se rend compte que derrière, notre consommation médiatique ne va pas jouer beaucoup sur nos opinions politiques, sur ce qu'on va décider de faire ou pas faire, etc. Que quand il y a des critiques, les autorités informationnelles traditionnelles ne sont pas tant remises en cause, mais c'est plutôt leur incarnation actuelle qui est critiquée. Hein. C'est-à-dire on n'a pas confiance dans les personnes qui les représentent actuellement, mais derrière, il y a une certaine stabilité dans les autorités traditionnelles, donc que ce soit la science par exemple ou le journalisme.
Ça se voit non seulement dans les discours, mais ça se voit aussi beaucoup dans les manières de critiquer. C'est-à-dire qu'on va aller chercher ces autorités-là pour contre-argumenter. Hein. Donc, on voit clairement à quel point on leur reconnaît encore une autorité. Ensuite, les autorités informationnelles qui sont convoquées quand on discute de l'actualité, elles sont très, très variées. Donc, bien sûr, il y a les autorités journalistiques, scientifiques, politiques, économiques, mais on a aussi beaucoup d'autorités éthiques, on a beaucoup d'expériences accumulées, on a beaucoup de traditions qui rentrent en compte. Que quand il y a critique, on remarque beaucoup de défiance, on remarque beaucoup de doutes, d'incertitudes, des critiques au sens élaboré, hein, des critiques justifiées, mais que dès lors qu'on rentre dans la méfiance, c'est-à-dire cette incapacité de passer la défiance, méfiance, hein, en sociologie de la confiance, on vous dit que la défiance, c'est le préalable plutôt bienvenu à la confiance, hein, c'est un processus qui fait qu'on accorde notre confiance et on passe d'une situation de défiance à la confiance. La méfiance est la situation dans laquelle on n'arrive pas à sortir de notre situation de défiance initiale. Toute la radicalité dont on parle, parce qu'on parle énormément en ce moment des complotistes, etc., finalement, c'est très peu présent quand on replace dans la variété dans la totalité des publics de l'information. Et puis, on voit aussi que ces personnes-là ont une méfiance très forte envers les médias sociaux numériques, hein, c'est-à-dire que les gens sont très conscients que l'information à laquelle ils accèdent à travers ces espaces-là n'est pas nécessairement très fiable. On voit aussi beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'opinion, ce qui est d'ailleurs un grand classique, hein, des critiques de l'audience et puis des attitudes des médias qui vont vers le plébiscite de certains contenus en disant peut-être que c'est vulgaire, peut-être que c'est que du divertissement, mais c'est ce que les gens veulent. On voit que les gens les consomment, mais qu'en même temps, ils en ont une opinion assez négative. Enfin, on voit aussi que dans les grammaires de reconnaissance des autorités, c'est rarement basique, c'est toujours relativement élaboré, ça intègre tout un tas d'expertises, de dimensions, et bien sûr, ça reste faillible, hein, mais en tout cas, c'est pas du tout un système très basique d'adhésion parce qu'on est d'accord avec telle personne et donc on va croire tout ce qu'elle dit, etc. Les mécanismes sont plus élaborés, et parmi ces mécanismes, on voit qu'il y a quelque chose qui reste quand même assez sensible, hein, c'est l'hostilité forte, hein, quand on est face à des médias qui disent quoi penser. Ça, c'est quelque chose dans les commentaires qu'on retrouvait beaucoup quand on faisait des analyses de commentaires sous les articles de journaux ou dans leurs espaces socio-numériques, mais ce qui n'est pas nécessairement un mal. Moi, je suis très, très influencé par Dewey, et puis finalement, Dewey, ils vous disent les médias, de toute façon, ça vous donne les bases pour que vous puissiez faire vos enquêtes et pour que les publics se constituent, ça vous donne pas le résultat. Donc, c'est pas nécessairement un problème qu'il y ait ces attentes-là. Alors, de tout ça, on en a tiré des critères qui ont été identifiés un peu en sociologie de la confiance, en sociologie du risque, dans les rapports entre experts et profanes, et qui sont les critères qui parlaient de compétences communicationnelles. Je pense qu'il n'utiliserait plus, c'était en 83 là, qu'il parlait de ça, 82. Je pense qu'il n'utiliserait plus le terme compétence aujourd'hui, mais en tout cas, ce sont les éléments que contiennent les discours dans les situations où on voit que la communication fonctionne et que les personnes se reconnaissent les unes les autres. Alors, il en avait identifié 4, hein, qui étaient la prétention à l'intelligibilité, la prétention à la vérité, la prétention à la sincérité, et puis l'entente réciproque sur le type de situation. Donc, intelligence réciproque, hein, c'est le fait d'expliquer quand on parle de sujets complexes, de bien être orienté vers nos publics et leur compréhension. Le partage de connaissances, la prétention à la vérité, hein, c'est le fait d'expliciter sur quoi nos points de vue reposent. Citer ses sources, hein, par exemple. La confiance réciproque, ça relève de la sincérité, et donc c'est à la fois des éléments d'identification sur nous, hein, sur d'où on parle, et puis aussi sur nos positions. Hein. C'est par exemple la fausse objectivité est reprochée aux journalistes.
Et puis enfin, entente réciproque sur le type de situation, c'est le fait de bien être clair sur pourquoi on est en train d'échanger, quel est le cadre dans lequel on intervient. Alors un exemple sur lequel on a pu travailler sur d'autres projets, c'est typiquement les publicités natives. Ça casse complètement cette dimension-là. Donc publicité native, hein, c'est ces publicités qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un article, et en général, on s'en rend compte à la fin que finalement, ce n'était pas un article d'information. Ça brise énormément le contrat de communication. Puis on a rajouté deux choses qui venaient plutôt des travaux autour de l'incertitude, du risque, etc., qui étaient la demande d'empathie. Donc ça, c'est de manière très large la reconnaissance de notre vécu. Et ça, c'était assez intéressant de l'associer parce que ça permettait de creuser. On voit qu'on parle beaucoup du fait que les gens réagissent de manière émotionnelle et non rationnelle, comme si on restait dans l'émotion. Mais en fait, là aussi, ce sont plutôt des processus. Et on voit qu'il est tout à fait possible de demander à ce qu'on reconnaisse notre vécu et nos émotions, tout ensuite, une fois que cette dimension individuelle est reconnue, être capable de s'en abstraire et de comprendre pourquoi il y a des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'on avait pu ressentir a priori. Et puis enfin, dernier élément qui est très très récurrent, c'est la réduction de la complexité. Ce qu'on demande, c'est de pouvoir donner un sens au monde de manière générale quand on nous informe sur quelque chose, et de pouvoir aussi y agir. Faut bien se rendre compte à quel point on ne cherche pas toujours la vérité, mais on cherche surtout savoir quoi faire en situation. Alors donc, sur la base de ça, on a voulu lancer cette enquête sur les pratiques informationnelles, et puis c'est passé quelque chose mi-mars l'année dernière. Je ne sais pas si vous avez été attentif, hein, mais on a un peu tout fermé, et faire des enquêtes approfondies auprès d'enquêtés pour arriver à reconstruire et documenter leurs pratiques informationnelles, c'était complètement incompatible avec la situation pandémique. Donc, on a dû s'adapter, et à la place, on s'est dit qu'on allait essayer de comprendre quelles autorités informationnelles, justement, étaient convoquées et reconnues dans les discours autour de l'actualité. Donc, c'est une alternative. Donc, encore une fois, j'insisterai bien sur les limites en vous présentant les résultats. Sur les pratiques informationnelles, ça n'éclaire qu'une toute petite partie de ça. Et donc, on s'est intéressé… Alexandre, de te couper ainsi, encore une fois, la parole. Le temps est écoulé. Donc, si c'était possible pour toi, s'il vous plaît, de conclure. Et puis, évidemment, à l'intérieur du débat, de reprendre, évidemment, les points que tu ne pourras pas avoir. Ok, dans ces cas-là, je vais passer toute la partie méthodo que j'avais prévue. On pourra revenir si vous voulez. Et puis, je vais juste vous donner les premiers constats qu'on a eus. Donc, ce qu'on a étudié, c'est les articles publiés et comment les gens les commentaient pour essayer de voir ce qui faisait qu'il y avait une discussion constructive ou pas. Et donc, effectivement, il y a quand même plusieurs choses qui sont validées de cette littérature qu'on avait convoquée initialement. Déjà que les journalistes ne sont pas tant remis en cause. Les autorités qui sont mises en cause sont plutôt les autorités mobilisées à l'intérieur des articles, donc par exemple les autorités politiques. Et que ça va être plus ou moins intense selon les thèmes qu'on aborde. Et puis là, on retrouvait aussi que c'était moins la politique en tant qu'institution, le journalisme en tant qu'institution, que les incarnations actuelles qui étaient discutées. On voit aussi que la qualité globale des contenus est assez élevée, mais qu'en revanche, il y a très peu de connexion entre ces contenus. On repère presque dans les articles la séparation en services au sein de Radio-Canada, et ce qui fait que paradoxalement, il y a vraiment des possibilités de parcours informationnel très pauvre, malgré que l'écosystème soit très riche. Typiquement, en ce moment, la Covid-19, il y a énormément de choses pour essayer de comprendre toutes les mesures qu'on utilise. Et puis, en fait, dans l'actualité, on vous donne juste les chiffres des cas tous les jours, et puis pas d'informations associées. Du côté des journalistes, il y a quand même des améliorations possibles. On va avoir pas mal de recommandations intéressantes à faire, parce qu'il y a très peu d'attention à démontrer pourquoi on mérite son autorité. Ça fonctionne beaucoup par statut. Je suis journaliste, donc je n'ai pas à m'expliquer sur pourquoi il faut m'écouter. Et qu'il y a beaucoup de confusion dans les registres qu'ils utilisent. Notamment, on dit beaucoup, on déplore à quel point les gens sont idiots parce qu'ils ne sont pas capables de distinguer l'opinion de l'information, enfin de la factualité. Mais en fait, dans les contenus, on voit que ce n'est pas du tout clarifié, et même dans les interfaces d'ailleurs, tout est mis ensemble, etc. Donc en fait, il y a un problème dans la construction des discours qui pourrait peut-être faciliter un petit peu, si on l'améliorait, la reconnaissance de ces différents registres.
Il y a aussi pas mal d'inadaptations aux pratiques de lecture, notamment des habitudes de mise à jour d'articles qui font que le même article est repris plein de fois, et alors qu'en fait, les gens le liront qu'une fois. Hein, donc, s'il y a des informations erronées, ils ne vont pas savoir qu'elles ont été modifiées. Et puis enfin, ce qui nous paraissait le plus important, et puis ce qui est un peu l'élément sur lequel là on va pouvoir avoir des retours stables, c'est que les critères de compétences communicationnelles que je vous ai cités, ils ont l'air d'effectivement jouer sur la qualité des commentaires. C'est-à-dire que plus ces critères-là sont retrouvés dans les articles, moins il va y avoir de contestation. Et quand il y aura de la contestation, elle sera argumentée, polie, constructive, etc. Donc voilà, je vais arrêter sur ça pour laisser la place à la discussion. Alors, un grand merci, Alexandre. Donc, je vois déjà des mains qui se lèvent. Écoutez, c'est particulièrement intéressant, je pense, de mettre, si vous voulez, en relation ce que M. Burns nous a dit, ce que tu viens de nous dire, donc toute la question au cœur de la question de l'objectivité, alors que Thomas Berne nous disait de façon presque provocative, selon moi, que l'espace algorithmique est en train en amont d'enlever l'hypothèse et en aval d'enlever l'interprétation, alors que dans ce que tu nous exposes, on voit comment c'est un tissu d'interprétation et je me demande vraiment comment on pourrait sortir de ce tissu d'interprétation. Alors, j'aimerais passer la parole à Colette qui veut intervenir. Je t'entends toujours pas, je sais pas. On t'entend pas. Non, j'ai redescendu mon micro. Là, vous devriez m'entendre. Ouais. Désolée, il y a le dispositif est trop complexe. Donc, merci Alexandre, c'est vraiment très intéressant. Je vais bien sûr te poser une question méthodologique pour te permettre de compléter. Mais ma question de fond va un peu dans le même sens. Si je comprends bien, ce sont des usagers qui sont sur les pages, qui lisent les contenus Facebook de Radio, qui consomment les contenus Facebook de Radio-Canada et qui commentent. Donc, on comprend que ce n'est pas un échantillon représentatif, mais en même temps, c'est un échantillon motivé, on peut dire, hein, les gens qui interagissent sur une plateforme de médias sociaux. Alors, donc, enfin, je pense que c'est intéressant en soi, malgré les limites que ça peut avoir. Mais est-ce que, je ne sais pas, je pourrais poser 10 questions, là, mais je pense par exemple au cas des décrypteurs, là, qui est une émission de Radio-Canada qui sont des spécialistes en fake news, hein, qui font de la réfutation, mais qui expliquent aussi le phénomène à la fois technologique et social des fake news, qui font un travail de documentation et d'analyse, même d'enquête très intéressant, mais qui reçoivent beaucoup de réactions très négatives sur les médias sociaux, peut-être plus sur Twitter que sur Facebook, parce que ce sont leurs comptes personnels avec lesquels les gens réagissent. Donc, peut-être que si on cherche des réactions négatives à l'égard des journalistes, on va les trouver plutôt là. Et dans des boîtes privées aussi. Mais je me demandais si tu avais vu ce genre de choses ou si vous aviez vu ce genre de choses, merci encore pour le lien, dans les interactions sur les posts Facebook de Radio-Canada, des gens qui disaient « Ah ben on sait bien, vous êtes vendus au gouvernement, etc. » Tu semblais dire que ce n'était pas tellement le cas, là, mais surtout la métaux, le reste après ça, si tu as le temps. Oui, alors, premièrement, je pense, merci déjà de me donner l'occasion de revenir là-dessus, l'appel du pied a été compris. Il faut bien identifier que je vous disais qu'on a changé la recherche. On voulait interroger les pratiques informationnelles. Ça, pour le faire sérieusement, ça veut dire suivre sur une semaine minimum la consommation médiatique. Il y a des outils, des petits logiciels qui existent pour faire ça et on complète ça avec des entretiens sur trace, etc. Mais c'est des approches en profondeur qu'on n'a pas pu faire. Donc en fait, comme on va faire ça dans le volet suivant de la recherche, on s'est dit profitons de ce moment où finalement les personnes interagissent beaucoup plus en ligne en ce moment à cause des conditions pandémiques pour préparer cette étape-là en allant fouiller plus en détail la variété des autorités qui sont convoquées. Donc là où il y a un intérêt
dans cette recherche, ce n'est pas sur à quel point ça illustre les pratiques informationnelles, mais plutôt ça va nous permettre d'identifier la variété des autorités convoquées, mais pas du tout leur représentativité. C'est-à-dire que, alors déjà, Radio-Canada, c'est un média parmi les autres, et en plus, ce qu'on a repéré, parce qu'on fait beaucoup d'autres mini-enquêtes à côté sur les espaces où on discute de l'actualité, les espaces où il y a le plus de discussion de l'actualité, ce n'est pas sur les pages officielles, c'est beaucoup dans des groupes fermés, etc. Il y a plein de choses infravisibles, si on s'en tient à ces niveaux un peu généraux là, des institutions médiatiques, et où, le débat est beaucoup plus vif, beaucoup plus intense, pourquoi pas très poli, hein, mais en tout cas beaucoup plus riche. Donc là, nous, c'était uniquement pouvoir documenter la variété des autorités convoquées pour pouvoir ensuite les réutiliser quand on fera les enquêtes auprès des Québécois et Québécoises. Et donc, ce n'est pas du tout représentatif des rapports des Québécois et Québécoises à l'information en général. L'autre élément, hein, c'est qu'on est en période de crise, hein, et que voir quelles sont les réactions des personnes en période de crise, il faut vraiment faire attention ensuite à la généralisation. Hein. On ne sait pas si les gens continueront à être comme ça après. Et en effet, ensuite, alors peut-être, je vais repartager, je vais montrer un petit peu le type de base de données qu'on a produit pour l'analyse. Hop, je vous montre ça. Voilà, donc est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Ok, donc on a un projet de recherche où en fait notre grille d'analyse est répartie à travers différentes bases de données. On va pour chaque article les évaluer sur un niveau de qualité par rapport aux critères dont je vous ai parlé. On va ensuite dans chaque article identifier quelles autorités sont convoquées, et pour chacune de ces autorités justement regarder en détail les critères de qualité qu'on a identifiés, savoir s'ils sont présents ou pas. On va ensuite faire des analyses plus automatisées, de morphologie des échanges. Est-ce que les gens discutent entre eux? Est-ce que les commentaires sont tous au premier niveau? Est-ce qu'il y a des clics qui se forment pour discuter, etc. Et puis les tonalités aussi. Hein. Est-ce que les échanges sont négatifs, positifs, neutres? On va ensuite faire une analyse plus approfondie de la discussion des autorités. Donc, pour chacune des autorités identifiées dans les articles, si elle est discutée dans les commentaires, on va voir sur quoi elle est discutée. Est-ce qu'elle est reconnue? Est-ce qu'elle est remise en cause? Si elle est remise en cause, qu'est-ce qu'on lui reproche? Quels sont les critères qui permettent de la remettre en cause? Est-ce qu'il y a des autres autorités qui sont importées dans la discussion en disant vous parlez de ça, mais en fait, il y a d'autres éléments d'information que je trouve plus légitime pour interpréter le fait dont vous êtes en train de parler. Et puis enfin, pour sortir un petit peu de ces éléments très analyse de discours, il y a aussi tous les éléments d'accord. Hein, c'est-à-dire qu'il y a plein de commentaires qui sont a priori très difficiles à analyser en termes d'interaction parce que les gens parlent d'autre chose. En fait, il y a des renseignements sur le nombre de cas aujourd'hui, puis les personnes vont tenir un discours sur la politique de la CAQ en ce moment, etc. Et donc, mais par contre, c'est très riche en termes de ce que devrait être notre société, pourquoi elle ne va pas, etc. Donc, cette dernière partie essaye de documenter tout ça. C'est une partie plus d'analyse libre. Alors, si tu me permets, c'est absolument passionnant. J'ai encore une fois ce rôle un petit peu ingrat. Est-ce que ce serait possible peut-être de saisir dans le chat conversationnel justement le lien web que tu nous as donné, de façon évidemment à aller plus en profondeur? Et j'aimerais passer la parole à Thomas Berns, qui aurait une question, et je suis bien contente, M. Berns, parce que il y aura peut-être moyen justement de mettre en relation ces deux interventions absolument passionnantes. Encore une fois, moi, cette question d'objectivité que vous nous aviez parlé tout à l'heure, je la trouve absolument presque provocante, encore une fois, dans un débat comme celui-là. Alors, je vous passe la parole. Oui, je serai très rapide. Je ne ferai pas le lien entre les deux exposés, loin de là. C'était passionnant. J'ai une question sur une de tes conclusions quand tu pointais la confusion ou la porosité tout à la fin entre le registre de l'opinion et le registre de la démonstration ou des faits et des choses comme ça.
partage on ne peut plus classique, conclusion on ne peut plus classique, comme quoi le monde ne change pas trop. Mais je voulais te demander justement, peut-être pour être un tout petit peu plus dans le contemporain de ce point de vue-là, dans quelle mesure la confusion en question n'est pas plus essentielle qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que les opinions deviennent un fait. Et donc, est-ce qu'il est possible de répondre simplement à cette confusion sur un mode procédural en disant ne confondons pas les faits, la démonstration d'une part et l'opinion d'autre part. Non, justement, l'essentiel du relais de l'opinion devient le fait de le prendre en considération comme un fait, et ça, dans tous les médias que, hélas, on est forcé de lire sur ce terrain-là. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Je dirais que ça n'est pas ce qui est demandé, perçu et commenté par les publics. C'est-à-dire que cette idée que dans ces différents registres, il y a un rapport au réel et une valeur démonstrative qui est différente, c'est vraiment reconnu. Et c'est quelque part quelque chose qui rend assez optimiste parce que finalement, bien que n'étant pas hyper habermasien, tout le monde abandonne son être, son corps, ses émotions, et puis on va rentrer dans la rationalité, etc. C'est pas ça, mais il reste quand même beaucoup d'éléments, notamment les deux critères qui ressortent beaucoup. Hein, c'est vraiment le fait de dire donnez-nous de la matière fiable et on va la juger sur sa fiabilité. Et donc les publics sont quand même très attentifs à la valeur démonstrative des opinions qui sont données. Et quand il y a de l'échange autour des opinions, justement, moi, ce qu'on voulait démontrer, c'est que c'est parce que le journaliste aussi, au début, fait mal son travail en se laissant aller à cette opinion facile. Et ça, c'est une tendance, on est toujours capable des deux. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait essayer de faire cette abstraction de nos opinions personnelles, mais si la personne qui lance le débat, il va de son opinion personnelle, bah, allons-y, et puis on part dans la discussion du commerce. Et typiquement, ça peut jouer sur des éléments très fins. C'est ça où l'analyse de discours, dans tout ce qu'elle a de plus fine, est vraiment intéressante. Ça me permet de répondre en partie aussi à Colette. Les décrypteurs, ils font partie de ceux qui sont, quand je disais, il y a des thèmes qui provoquent plus de défiance. Les décrypteurs, ils sont très critiqués, et pas que par les complotistes. Ils sont critiqués par des personnes qui ont des critiques très élaborées sur « mais qui êtes-vous pour nous dire ce qu'il faut penser ? Pourquoi vous contredisez ? Pourquoi d'un seul coup, cette source n'est pas fiable alors que cette source est fiable ? Pourquoi une source, quand vous dites que le devoir c'est fiable, en quoi le devoir prouve qu'ils font un travail de construction de la factualité ou un travail d'analyse objectivée du monde ? C'est tous ces éléments-là qui sont vraiment intéressants parce que, et c'est pas, par exemple, on le repère pas parce qu'on analyse à côté l'agence Science Presse qui a un détecteur de rumeurs, et le détecteur de rumeurs, vraiment quasiment systématiquement, il y a la méthode suivie en disant bah, écoutez, vous n'êtes pas obligé de nous croire, faites par vous-même et puis vous verrez que vous arriverez au même résultat que nous. Et ce petit détail change tout dans la réception. Et c'est là où je disais vraiment le fait. Il y a ce qui est intéressant, c'est je trouve qu'on voit bien, c'est que finalement, on n'a pas abandonné l'idée qu'il y a un processus par lequel on peut arriver à tomber d'accord sur ce qui est vrai et ce qui est faux, avec encore une fois tous les guillemets de vrai et faux, et que les gens n'ont pas abandonné ça, hein, c'est encore très présent et qu'on peut encourager vers ça. Et pour moi, c'est ça, construire des contenus fiables. On peut encourager cette facette de lecture chez les publics. Merci. Merci beaucoup. J'aurais plein de choses à dire, mais je vais laisser la parole à Roubier qui a une question à poser. Oui, est-ce que tu as ton micro? Oui, bonjour. Je me présente tout d'abord. Alors, je suis enseignante à l'école de journalisme à Alger. Donc, c'est là où la pratique journalistique est un peu différente de ce que vous avez si bien expliqué. Et j'ai, à vrai dire, deux questions. La première, c'est, elle va de soi avec le contexte actuel que vit l'Algérie, où on remet en question à chaque fois la pratique journalistique. C'est-à-dire, il y a comme le journaliste n'arrive pas à se préserver face aux émotions populaires. Cela, on l'a constaté avec l'émergence de la Covid-19, où il y avait même des journalistes qui
censés être crédibles et professionnels ont démenti la COVID-19 sous prétexte que c'est le gouvernement qui se sert de cette excuse pour faire arrêter la mobilisation sociale. Ça, c'est une chose. Si vous permettez, ma deuxième question. Alors, je reviens à votre avis, peut-être je m'inscris un petit peu dans une approche d'Hannah Arendt, qui a une perception complètement différente de Habermas sur l'espace public, où elle dit que l'opinion publique est une farce tant que l'information n'est pas garantie. Selon vous, comment peut-on préserver cette pratique journalistique, même en temps de crise? Comment peut-on renouer avec les aspects nobles, puisque vous avez cité Laurent Bigot, avec les aspects nobles de la pratique journalistique, même en temps de crise? Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on est face à autre chose qui est, pour moi, ma foi, plus dangereux que les fake news, c'est la postérité. Et à ce titre, il y a un article très, très intéressant d'Elizabeth Kolbert à New Yorker, when facts don't change our mind. Donc, et c'est l'émotion qui prend le dessus. À ce moment-là, comment peut-on, en tant que journaliste, tout de même, défier cette postérité et imposer une certaine rationalité, si je me permets, des faits? Voilà, merci. J'étais longue, je sais, j'ai posé trop de questions. Et puis, je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, en tout cas avec l'enquête. Hein. Je peux donner des pistes sur d'autres lectures, dans ces cas, sur des choses qui sortent de ce que montrent nos terrains. La première chose, c'est vis-à-vis des critiques qui peuvent être faites auprès des journalistes. On leur reproche, dans les reproches, il y a le manque de pugnacité. Mais quelque part, hein, par exemple, personne ne remet en cause aussi bien chez les grands critiques que chez les personnes qui sont satisfaites des médias que c'était bien le Watergate. Et puis, le journaliste d'enquête, par exemple, il ne provoque pas beaucoup de réactions négatives. Dès lors qu'on rentre dans ce registre-là, c'est même très apprécié. Et puis, pour prendre vraiment notre corpus, le Québec, bon, il y a très régulièrement des articles qui sont faits sur des scandales, on va dire, au niveau du gouvernement et du fonctionnement des ministères. Ça ne provoque pas du tout de réaction négative. Enfin, si, sur la manière dont fonctionnent les ministères, mais pas du tout sur le travail journalistique. Là, ils sont complètement reconnus, on ne les remet pas en cause. Et donc, il y a vraiment ce travail-là. Ça me rappelle des études qu'on avait fait en France quand j'étais encore en France, où Mediapart, finalement, il y avait plein de gens qui disaient « je suis abonné à Mediapart, j'aime pas parce que je suis absolument pas ultra-gauchiste, etc. » Donc, leurs interprétations du monde, je suis pas du tout d'accord. Mais bon, c'est indéniable, leur enquête, elles sont super sérieuses. Donc, je vais chercher les enquêtes et puis je prends pas les interprétations associées. Et ça, c'est quelque chose qu'on repère quand même assez souvent. Et là, c'était formulé version savante, mais même chez des personnes qui n'ont pas une lecture savante du rôle de l'information, il y a cette distinction qui est vraiment bien faite. Et puis, alors du coup, ça ramène vers cette autre dimension. Est-ce que comment on se préserve quand il y a l'émotion? Je vous dirais déjà ce que nos on peut pas, notre terrain là, il permet pas de valider de manière représentative, mais les emportées émotionnelles, elles sont pas très présentes en fait. Et je dirais que les autres terrains qu'on fait, on voit que elles sont pas si présentes que ça non plus. C'est ça où je disais qu'il faudrait un peu relativiser le phénomène. Les gens qui se laissent aller à juste leur émotion, et puis en face, il y a des gens qui sont disponibles pour essayer de discuter avec eux en essayant de redonner de la rationalité. Pas du tout. Je vous enverrai, il y a un texte de Jean-Pierre Eskenazi sur vers la citoyenneté, l'étape de l'émotion, qui montre comment l'émotion, ça peut être un processus qui amène ensuite vers une dimension citoyenne active. Et c'est ce qu'on a beaucoup observé là. C'est ce que dans la littérature que je convoquais au début sur les pratiques informationnelles, ça ressort quand même beaucoup. Hein, ça rassure un petit peu. Et puis ces extrêmes de personnes qui ne veulent pas sortir de leurs émotions, quelque part, je dirais, une fois qu'on a repéré qu'une gigantesque partie de la population est tout à fait capable de faire cette partition entre ces émotions, une lecture plus citoyenne des problèmes publics, etc., ça permet justement d'isoler cette petite part radicale. Et puis là, c'est un autre problème, et puis ce n'est pas aux journalistes de le régler. Toutes les sociétés peuvent vivre avec une petite part de radicalité extrême, etc. Le tout, c'est de ne pas croire qu'elles composent la majorité du public.
Et pour préserver les journalistes, là, c'est pas avec l'analyse de discours qu'on va régler ça. C'est des problèmes de. Enfin, moi, c'est plutôt issu de mes lectures de la littérature critique. Hein. C'est une part importante de la démocratie. Et puis, tant que ça sera considéré comme un marché, ça ira pas. Là, faut préserver. Alors, il y a quelques questions. Donc, je vais, Ruby, si vous permettez, je vais passer la parole à Samuel qui a une question à poser. Mais juste avant, j'aimerais faire une petite, et peut-être si on a le temps, là, vous pourrez y retourner. Donc, un petit point juste avant, c'est cette idée de la question des terrains. C'est-à-dire que quand, votre étude, Alexandre, c'est le terrain du Québec, et j'ose avancer qu'au Québec, on a ce que j'appellerais une démocratie relativement saine. Et ce qui n'est pas le cas, par exemple, si on pense encore une fois à nos voisins, et donc, par exemple, au rôle ou à la puissance d'agir, je dirais, par exemple, d'un média comme ceux de Fox News. J'allais dire fake news, mais c'est Fox News. Donc, et on a vu comment, depuis 1996, donc de façon tout à fait récente, un type de média qui va nous tromper en se présentant lui-même comme étant objectif, de la même façon qu'un autre, alors qu'on sait qu'il n'y a jamais de neutralité, mais en se présentant, mais en devenant littéralement un instrument de propagande, comment l'opinion publique peut être influencée jusque, évidemment, à déclencher des comportements absolument significatifs dans une société donnée. Alors, je pense que la notion de comparaison entre différentes sociétés pourrait être absolument intéressante pour ce débat. Donc, je vais passer, je ne te laisse pas répondre parce que je voulais simplement commenter, mais passer la parole à Samuel qui a une question. Ensuite, il y a Philippe Uzeil et puis Rubio qui encore va intervenir. Donc, encore une fois, on a environ 7 minutes, 6 ou 7 minutes. Donc, essayons d'avoir des réponses brèves pour permettre à chacun de pouvoir commenter. Alors, Samuel. Oups, on ne t'entend pas. J'active le micro. Oui, je vais essayer d'avoir une question brève. Merci René de me passer la parole. Alors, peut-être un lien qui pourrait être fait entre l'intervention de Thomas et celle d'Alexandre, c'est la question du data journalisme. Et est-ce que ça fait partie des enquêtes ou des questions ou des critères que vous avez interrogé Alexandre autour de est-ce que finalement un article qui s'appuie sur de la data est vu d'une manière différente que celle qui s'appuie finalement sur une enquête qui n'est pas de cet ordre-là. Et pour prolonger un peu cette question et peut-être aller plus vers quelque chose de plus théorique, est-ce que finalement, à travers ces datas et à travers ces données qu'on arrive à faire parler, on ne se retrouve pas dans la même situation que la ruspice dans l'Antiquité? C'est-à-dire finalement, le seul moyen de pouvoir arriver au consensus et finalement à la décision qui émerge du consensus, c'est de mettre de côté toute subjectivité et de se laisser, on va dire, diriger d'un côté par la magie ou dans le cas des datas par l'algorithme ou je dirais par la chance. Donc voilà, double question, une pour Alexandre, une pour Thomas, mais peut-être que les deux peuvent répondre. Si vous permettez, comme modératrice, peut-être que j'inviterais Thomas à répondre, puisqu'il y a eu beaucoup de questions pour Alexandre. Donc, Thomas, et puis je pense que c'est au cœur d'un point, cette question de l'objectivité. Tout à fait. Samuel, travaillant beaucoup sur la question des subjectivités au niveau du data, j'ai hâte d'entendre votre réponse. Oui, on m'entend? Oui. Alors, est-ce que justement une production de vérité qui serait arrimée et qui émergerait directement des données équivaudrait aux aruspices? Moi, j'ai envie, j'espère quand même que non, au sens où les données, c'est merveilleux. Je ne sais pas si le ventre d'un animal qu'on a sacrifié l'est autant. Les données, c'est merveilleux. La question n'est donc pas tant de savoir si le problème, c'est les données ou si le problème, c'est la manière qu'on a de considérer que la vérité peut émerger directement de celle-ci, tout simplement. Donc, moi, ce que j'ai voulu
pointé pour l'essentiel à ce sujet-là, et qui vaudrait pour une part aussi, d'ailleurs, pour une certaine pratique journalistique, c'est tout simplement récupérer la possibilité qu'entre les données et la production d'un savoir, il y ait cet espace d'interprétation, de formulation d'hypothèses sur la base desquelles, de formulation et de formulation explicite de l'hypothèse, pour aller dans le sens de la conférence qui a été faite juste avant, hein, de préciser ces hypothèses de manière à ce que justement cette immanence du savoir par rapport aux données soit en quelque sorte rompue. Alors, rapidement, donc, il nous reste très peu de temps, donc je vais demander à chacun d'être bref dans ses interventions. Alexandre, peut-être qu'on va sauter là, pour aller à la question de Philippe Uzeil, peut-être qu'il va porter sur le journalisme aussi. Donc, Philippe, qui est à Valenciennes, qui va intervenir la semaine prochaine dans le séminaire. Voilà, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour ce séminaire très intéressant. Alors, juste une question très brève qui, d'ailleurs, pourrait s'adresser aux deux intervenants. Je pensais donc au projet qui a été présenté par Alexandre en partenariat avec Radio-Canada. Est-ce que dans la suite du projet, il y a une phase qui consisterait à formuler des préconisations auprès donc de la rédaction de Radio-Canada en matière donc par exemple sur 2 points, en matière de format qui permettrait de répondre aux attentes, enfin aux constats que vous avez pu faire, et d'autre part en matière aussi d'interaction avec les publics pour peut-être déboucher sur cet espace interprétatif négocié qui serait peut-être souhaitable compte tenu de la situation actuelle. Voilà. Oui, merci. Oui, tout à fait. Hein. Il y a des recommandations qui sont prévues. Elles sont nombreuses parce qu'elles sont basées sur à la fois… Radio-Canada nous a donné 4 mois de contenu. En fait. Donc, on a 3330 articles à travers lesquels on est passé. Marie-Danielle Tremblay, vraiment 1000 fois merci, elle les a tous lus systématiquement. Et donc, on a pu repérer déjà beaucoup de choses avec cette analyse systématique de tous les articles, et puis ensuite aussi avec donc, les interactions sur lesquelles j'ai plus insisté aujourd'hui. Et juste des exemples, hein, le rapport, il n'est pas fini, et puis il y aura plein d'autres choses, mais par exemple, quand je vous disais, on reproche beaucoup au public de ne pas être capable de distinguer une opinion d'un fait. Il se trouve que dans les discours produits par le journaliste, ça n'est pas distingué, donc ça pourrait être facilité, cette distinction. Soyons carrément bête, hein. On dit il y a factualité, il y a analyse justifiée, argumentée, et il y a opinion personnelle. On met 3 couleurs différentes, et puis pour tout le monde, c'est clair. Et en plus, c'est comme ça que fonctionne une communauté interprétative. Les habitudes d'interprétation sont très rapides à être mises en place. On sait, quand c'est vert, on a le droit de ne pas être d'accord. Quand c'est bleu, on peut ne pas être d'accord, mais il va falloir argumenter. Et puis, quand c'est jaune, on va vérifier si les critères de construction de la factualité sont remplis, mais dans ces cas-là, on va s'accorder sur le fait que ça, c'est la base factuelle sur laquelle on peut discuter. Ça serait déjà une grosse amélioration. Il y a aussi des éléments sur quelles sont les bases autour desquelles on va pouvoir discuter. Typiquement, le fait de faire des liens entre… Il y a beaucoup d'émissions très approfondies qui expliquent comment comprendre les phénomènes dont on parle très rapidement dans les actualités, un peu plus d'hypertextualité permettrait de faire ce lien permanent, plutôt que par exemple en termes de métrologie associée à la Covid-19. C'est horrible, c'est pour faire des analyses internationales. Au Canada, on nous fait stresser avec des chiffres, aucune explication de ces chiffres, comme s'ils avaient sens en eux-mêmes. Et en fait, si on écoute moteur de recherche ou comment les années-lumière depuis le début de la pandémie, en fait, on serait vraiment très très compétent pour analyser, mais simplement on voit que les deux services profitent pas de toutes ces informations, et en fait pourrait y avoir vraiment une meilleure fluidité entre ce qu'on dit au quotidien et puis les éléments où on va débattre de comment on doit l'interpréter, et puis où là